ton approche à toi par rapport aux résistances et s'il y a des résistances à entrer en hypnose aussi, à laisser le changement se faire, à ce que le changement dure dans le temps. Comment tu les abordes, toi? Alors, là, la question est vaste. Si jamais il y a des questions plus Ouais. spécifiques, n'hésite pas pour me donner un angle. Parce que là, c'est vraiment en gros, quid des résistances. Parce qu'on Euh, on brasse tout. Mais c'est très bien, je peux le faire. Hein. c'est ça, ça rebondissait un peu. Si tu en veux une croyance, enfin une résistance, là c'est une personne qui a une croyance limitante plutôt, juste à côté, qui disait, enfin qui pense que tant qu'elle a pas réussi à goûter à l'effet de transe, elle saura pas amener quelqu'un en transe efficacement. Donc c'est une praticienne qui partageait ça. Comment elle s'en sort? Alors, alors déjà, je vais répondre spécifiquement à cette question avant de faire mon cours magistral sur la résistance. Oui, c'est ce que je me suis Voilà. dit. Ce C'est que pour ça que je c'est te l'ai intéressant, posé. j'aime bien cette question parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la croyance elle-même, donc qui en effet Oui. peut être considérée comme limitante. Alors après, dire croyance limitante, c'est toujours euh, enfin, c'est pas parce qu'une croyance montre une limite qu'elle est forcément infondée ou qu'elle est forcément négative. Ou qu'elle l'amène. Par exemple, là, c'est une croyance intéressante parce que ça risque de pousser la personne à se bouger pour expérimenter des bonnes hypnoses. Ce qui, au final, me semble. Elle est faisable, cette croyance. Je veux dire, elle est dépassable, donc elle n'est pas hyper limitante. Rentrer en hypnose, c'est faisable, il suffit de trouver des bonnes personnes et de se donner du temps. Alors que si j'ai la croyance limitante que j'arriverai pas à être un bon hypno tant que je n'aurai pas traversé un mur, ça risque d'être plus compliqué, ça risque de me limiter beaucoup plus. Mais par contre, elle est en partie vraie quand même. Elle est en partie vraie, elle n'est pas complètement infondée, mais elle est en partie vraie, mais pas totalement. On peut, sans avoir vécu de bonnes hypnoses, euh, être un très bon hypnothérapeute, hypnotiseur, parce qu'on manie bien on fait les choses simplement avec une bonne compréhension, une bonne intuition, etc. Non, j'ai pas de souci là-dessus. Au contraire, on peut être un très très bon sujet à l'hypnose et vraiment est vraiment très maladroit. On peut être très efficace pour amener les gens à l'hypnose quand on est un bon sujet à l'hypnose. Par contre, par exemple, si on fait une application thérapeutique, c'est pas parce qu'on a un bon sujet à l'hypnose qu'on a un bon hypnothérapeute. Donc c'est pas un gage de compétence. D'autant que je me méfie du truc de dire pour connaître l'hypnose, faut l'avoir vécu. Parce qu'en réalité, une fois que j'ai vécu une hypnose, il y a un grand risque de la généraliser, de dire ah mais c'est ça l'hypnose. Et j'entends souvent des gens qui ont vécu, qui ont une expérience d'hypnose et qui disent ah mais en hypnose en hypnose, on pense à rien, par exemple. Comment ça, on pense à rien? Non. Jusqu'à aujourd'hui, toi, dans tes expériences d'hypnose, tu ne pensais à rien. Mais c'est pas du tout généralisable. Ou en hypnose, on ressent plus son corps. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui, au contraire, ont une très grande acuité, une hyperesthésie ou en hypnose, on dort. Ben non, il y a des gens qui n'ont pas le sentiment de dormir, ou inversement, en hypnose, on dort pas du tout. Ben ça dépend, il y a des gens qui disent à la fin de l'hypnose, j'ai vraiment le sentiment d'avoir dormi, même si physiologiquement c'est pas du sommeil. Donc, explorer l'hypnose, c'est une chose, mais par contre, se garder d'en faire une base, ah ben, non, mais l'hypnose, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en le vivant. Ça s'apprend aussi dans les livres, en fait. C'est-à-dire qu'en lisant des témoignages, ou en écoutant des témoignages, et surtout en pratiquant, parce que derrière, on peut voir des trans, eh bien, on a un panel beaucoup plus riche de ce qu'est l'hypnose, que simplement en vivant soi-même des hypnoses. Donc, il faut évidemment cultiver, continuer, à mon avis, enfin il est utile de continuer d'explorer l'hypnose par soi-même, mais de le voir non pas comme il existe un truc qui est l'hypnose, une fois que je l'ai vécu, c'est bon, je sais ce que c'est. Non, on a mis le pied, on est Christophe Colomb, on a mis le pied en Amérique. Mais la plage, c'est juste un tout petit bout. Derrière, on va continuer d'explorer, 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 de défricher, défricher. Bon, je vais arrêter cette métaphore-là ici parce qu'en réalité, elle n'est pas hyper positive à tout point de vue, mais disons qu'on a mis le pied sur un continent et que il s'agit pas d'en délimiter très très rapidement les contours en disant bah voilà c'est ça l'hypnose. Non, il s'agit de continuer au contraire de pousser les frontières, d'explorer des nouveaux territoires. Et si je suis allé plutôt jusque là vers le nord, eh bien un jour je peux me dire tiens je vais aller vers le sud. Par exemple si j'ai surtout exploré de l'hypnose à base d'imaginaire dans un état très peu dynamique, un jour je peux me dire mais en fait il y a peut-être tout un pan de l'hypnose par exemple somnambulique que je n'ai pas exploré. Donc je peux aller vers cette direction là. Et en ce cas-là, ça change en général beaucoup notre pratique, parce que mine de rien, on se dit, mais en fait, il y a des tas de gens qui pourraient vivre ça très facilement aussi.
Donc évidemment, notre propre pratique est souvent influencée par l'expérience qu'on a. Et notamment, si on a peu d'expérience de l'hypnose, il peut arriver qu'on ait encore des doutes sur est-ce que l'hypnose existe, est-ce que ça fonctionne, etc. Et que du coup, dans nos séances, il y a beaucoup de convincers, comme on dit, c'est-à-dire des phénomènes qui sont là pour convaincre, ou alors il y a beaucoup d'explications qui tentent de vendre l'hypnose à la personne, c'est-à-dire de la convaincre que ça existe, etc. Et quand on a vécu quelque chose de plus solide, on a moins de doutes, et en général, on se passe de ces choses-là. On comprend que ce sont des phénomènes beaucoup plus pas mécaniques, mais il y a quelque chose de naturel qui se passe et dans lequel on peut aller plus clairement. Donc, sur le contenu même de la croyance, je dirais, il y a du vrai, dans le sens où cette exploration va nous nourrir et nous donner une des connaissances de l'hypnose. Mais attention, il faut se méfier de cette connaissance-là, qui n'est pas généralisable. Et lire des témoignages, et lire des auteurs, et lire des descriptions et des définitions, ça permet aussi d'élargir son horizon. Et de se dire, ah mais en fait, ce que j'ai vécu de l'hypnose, c'est pas toute l'hypnose. Moi, personnellement, quand je lis des descriptions sur des somnambulismes profonds, etc., ça me permet de savoir que ça existe, et de savoir comment ça marche, et de mieux les accompagner. Alors que moi-même, en tant que sujet, j'ai pas expérimenté énormément de ces phénomènes-là. Il y a des tas... J'ai avancé un peu, j'ai vécu des trucs en hypnose, je suis pas le meilleur sujet du monde, mais j'ai quand même vécu des trucs. Mais heureusement que je ne base pas ma connaissance de l'hypnose sur mon expérience. Il y a vraiment des tas de phénomènes, des tas de types de trans que j'ai pu voir, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu lire, que j'ai pu comprendre, que j'ai pu entendre, etc. Et que moi j'ai évidemment pas vécu. Donc pour avoir cet esprit ouvert, il faut aller au-delà de son propre vécu. Même si après sa propre exploration de l'hypnose va permettre de rentrer dans une hypnose de l'accompagnant au moment où on hypnotise la personne. Rien de tel qu'une personne en hypnose pour en accompagner une autre. Ça, c'est encore autre chose. Donc en effet, on progresse souvent à travailler sa propre hypnose. Mais de la même façon que Darren Brown, par exemple, qui est un homme de spectacle anglais, qui est vraiment un grand maître de l'hypnose, en dehors d'être également un prestidigitateur, etc., un mentaliste, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait une hypnose très très élégante souvent. Ben lui, il dit que c'est un très mauvais sujet et qu'il a peut-être connu une fois une expérience hypnotique. Erickson disait aussi qu'il était un mauvais sujet. Par ailleurs, il était très très bon en auto-hypnose, donc ça compense. Il avait quand même une bonne connaissance de sa transe, mais il disait qu'il n'était pas un très bon sujet. Donc voilà, ça c'est sur le contenu de la croyance. Ensuite, sur la croyance elle-même, juste sur la croyance limitante, c'est pas parce qu'on a une croyance, enfin surtout je crois qu'il faut pas surestimer le pouvoir des croyances. Je sais que dans ce milieu on aime beaucoup les croyances et on accorde une très très grande importance aux croyances. Il y a même des gens qui disent tout est croyance. J'ai même eu un débat, je me souviens avec un collègue un jour, un débat enflammé parce qu'il me disait si on croit que tout est possible, alors tout est possible. Je dis mais vas-y, alors on passe la main à travers cette table. Et puis je n'arrivais pas à comprendre ok, en théorie on peut mettre des mots comme ça les uns derrière les autres, mais c'est déconnecté du concret. Non, il me semble pas que tout soit possible. Et au contraire, il est bon d'avoir des croyances. S'il y a une limite quelque part, il est bon de savoir, d'avoir une connaissance de cette limite. Donc par exemple, si j'ai la croyance que je ne peux pas passer à travers les murs, c'est plutôt une connaissance empirique, expérimentale, qui va m'éviter de me cogner contre les murs. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de passer par la porte. Si j'ai pas cette croyance, je risque de perdre du temps à essayer de traverser le mur au lieu de passer par la porte. Donc la connaissance des limites est aussi quelque chose qui va me permettre de m'aiguiller vers le bon territoire. Et puis, tout n'est pas forcément croyance. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui ne croit pas à l'hypnose, ou qui ne croit pas être hypnotisable, ça va pas changer le fait qu'il va rentrer en hypnose. Ça n'a aucune incidence, hein, vraiment, je pense aucune, au contraire même. Quelqu'un qui croit trop à sa propre hypnose et à l'hypnose est parfois trop enthousiaste, trop optimiste, et va parfois ne pas se laisser assez guider. Il va mettre trop du sien, il va avoir trop d'élan dans la chose. Alors que quelqu'un qui dit par exemple je crois pas être hypnotisable, mais à qui on dit est-ce que tu veux essayer quand même, puis il dit ok essayons, 2 minutes plus tard il peut être en hypnose profonde, donc sa croyance n'a rien changé. Évidemment qu'il n'y croit pas puisqu'il n'a jamais fait l'expérience, mais quelqu'un qui croit pas être capable de dormir, sa croyance va pas l'empêcher de dormir pour autant. Donc les croyances ont un rôle à jouer un peu, mais il est à relativiser, il est difficile à comprendre. Et parfois, en faisant comme si cette croyance était, oui, ok, elle est là, mais elle n'est pas une information sur la réalité. Donc je ne vais pas, moi, en tant que praticien, commencer à me mettre une limite, à flipper. Par exemple, la personne me dit, ouais, mais moi, l'hypnose, je ne crois pas qu'on puisse rentrer en hypnose debout. Moi, il faut que je sois allongé pour rentrer en hypnose.
Alors je pourrais me dire, ah bah s'il a cette croyance, du coup il va bloquer, il n'arrivera jamais à rentrer en hypnose debout. Donc il faut que je l'allonge. Le problème c'est que là j'ai pas un fauteuil allongé sous la main, alors comment faire? Mais non, c'est moi qui me mets une limite. C'est moi qui me laisse hypnotiser par ce qu'il vient de me dire. Alors que non, je peux lui dire, ah bon, vous croyez pas? Bah, tant pis, on va voir. Et en réalité, 2 minutes après, il peut être en hypnose profonde. Je peux même lui dire, simplement lui demander, est-ce que vous seriez curieux de le découvrir? Comment vous pouvez rentrer en hypnose debout? Je peux même tricher un peu, par exemple, si la personne me dit, moi je crois pas que je sois hypnotisé, on puisse m'hypnotiser debout. Je peux lui demander, ah bon, vous pensez que ça serait plus difficile de vous hypnotiser debout? Ah oui alors. Déjà, il passait de je crois pas à je peux, mais c'est plus difficile. Et du coup, après, je peux lui poser une question du genre qu'est-ce qui rendrait plus facile d'être hypnotisé debout? Si j'étais debout, mais que je m'imaginais assis. Ah bon, faisons ça. Et puis voilà, en 2-3 questions, on a peut-être résolu le problème et recadré cette croyance, mais qui en réalité, n'est pas je ne dois pas me laisser impressionner par ça. Et d'une manière générale, tout ce que se raconte la personne, elle n'est pas forcément experte dans tout, elle a des conceptions, mais ça ne peut pas changer certaines réalités physiologiques. Elle a un corps, elle a un cerveau, si on fait les bonnes choses au bon moment, ça marche. Donc ça, c'est une chose. Et d'une manière, donc pour revenir sur la question des résistances, justement... J'ai eu des précisions, vas-y, justement. alors, vas-y. Enfin, une petite précision, c'est par rapport à un cas, une personne qui dit vouloir vivre l'hypnose, mais qui reste tout le temps dans le contrôle, tu sais, qui évite de rentrer dans la transe, qui est toujours présente, qui est en sorte d'hypervigilance, si tu veux. Donc, qui dit oui, mais qui en fait, dans les faits, est plutôt dans le contrôle que dans le chercher à vivre l'expérience. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, évidemment, on pourrait dire, oui, il faut utiliser sa volonté de contrôler, etc., c'est sûr, mais disons que, voilà, c'est sûr que ça, c'est, par exemple, pour les personnes qui pratiquent l'hypnose en cabinet, pour une application thérapeutique, par exemple, ou autre, c'est sûr qu'on ne sélectionne pas les sujets, hein, donc on a des personnes qui ont des mécanismes, on a des bons sujets comme des moins bons sujets, c'est une expression qui n'est pas très heureuse, mais voilà, des personnes qui ont besoin de plus de temps et de pédagogie, on va dire, d'apprentissage. Mais si j'ai une personne qui vient par exemple parce qu'elle a beaucoup de mal à dormir, parce que la nuit quand elle se couche dans son lit, elle entend le moindre bruit, vraiment le moindre bruit, qu'elle reste extrêmement consciente de son environnement extérieur. Or, dormir, ça consiste à un moment donné à faire abstraction, à rentrer en introspection d'une certaine façon, à faire abstraction de l'environnement extérieur au point de ne plus le sentir. Je sens plus au cœur de mon sommeil, je sens plus mes draps, je sens plus le froid dans la pièce ou le chaud dans la pièce, de ne plus entendre les bruits, s'il y a une moto qui passe, etc., au milieu de mon sommeil, je l'entends pas, de plus voir, de plus être présent dans la pièce, donc d'avoir une anesthésie générale de tous les sens, anesthésie visuelle, auditive, etc., d'être coupé de l'extérieur. Et pour ça, il faut avoir une grande confiance dans l'extérieur. Ça veut dire que j'ai détecté que j'étais dans un environnement parfaitement sécure, il n'y a pas de danger. Donc, je peux quitter cet environnement, je peux, en toute confiance, m'évader. Si je dors dans un environnement, si je dors par exemple sur un banc dans la rue, il y a de fortes chances que je garde une certaine vigilance quand même. Je m'assoupis, mais enfin, je dors d'un œil. Parce que mon cerveau a détecté que l'environnement n'était pas complètement sécure, et donc il garde un certain degré de vigilance. Et si je suis dans un environnement vraiment très hostile, alors à ce moment-là, je vais même m'empêcher de dormir. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que je parte dans une introspection, que je fasse abstraction de l'environnement extérieur. Il faut que je reste au taquet. Et pour une raison ou pour une autre, et les raisons peuvent être très très multiples, je suis là dans mon lit, et mon cerveau il est au taquet. Comme si l'environnement dans lequel je suis était hostile, alors qu'il ne l'est pas. Donc il y a une mauvaise évaluation de la dangerosité de l'environnement qui crée une réaction, donc une vigilance qu'on pourrait appeler une peur, mais qui est très protectrice. Mon cerveau est là comme si allumé, éclairé, comme si j'avais bu une quinzaine de cafés. D'ailleurs, faut veiller à ce que ça soit pas le cas, parce que si c'est le cas, on sait par quoi agir déjà directement. Parce qu'il faut veiller déjà à l'hygiène, réduire le sucre, le café, des choses comme ça. Mais bon, si même en ayant veillé à tous ces points-là, je suis dans mon lit complètement vigilant, c'est que pour une raison ou pour une autre, une partie de moi se dit que ça pourrait être dangereux de se laisser aller. Je fais une grosse généralité, bien sûr. Mais du coup, en séance d'hypnose, évidemment que la personne va avoir ce réflexe-là aussi. Évidemment que si son cerveau, il imagine que dans sa chambre, c'est dangereux, alors là, dans le cabinet de quelqu'un qu'on connaît pas, face à quelqu'un qu'on connaît pas, qui fait de l'hypnose en plus, enfin, je veux dire, évidemment que là, elle va pas se laisser aller.
Probablement que justement je vais être face à ce mécanisme-là. Sinon elle ne serait pas là de toute façon. Donc c'est logique, c'est normal qu'elle reste vigilante. Cela dit, elle peut très bien rester vigilante et on peut quand même travailler. Par exemple avec l'idéomoteur, je peux avoir quelqu'un qui me dit j'ai été présent pendant toute la séance, j'ai entendu tous les bruits, j'ai suivi tout ce que vous m'avez dit. Mais alors du coup, si j'ai juste fait des suggestions un peu vagues comme ça, elle va me dire du coup je sais pas si ça agit. Par contre, si j'ai utilisé l'idéomoteur, si j'ai fait par exemple une lévitation du bras ou des choses comme ça, alors elle me dira j'ai tout suivi, j'étais très présente, hyper vigilante. Par contre, je peux pas dire le contraire. Je pensais être en hypnose plus profonde, je suis un peu déçu, mais je peux pas dire le contraire. Mon bras, il est bien monté. Il a mis du temps, c'était un peu longué, mais il est bien monté. Donc il s'est bien passé quelque chose. Après, on verra. Et vous aussi, vous êtes rassuré. Vous vous dites, ok, bon, c'était pas une hypnose profonde, c'est sûr, mais c'est sûr que pour une première séance avec une personne de ce type-là, faut pas espérer non plus la faire déconnecter, c'est logique. Mais il s'est passé quelque chose. Après, souvent, à la deuxième séance, déjà, c'est différent, parce que la personne vous appartenait à ses souvenirs au moment où elle arrive. Elle vous a déjà vu, elle connaît les lieux, donc parfois elle va dire à la fin, ah, il y a eu bien eu 5 minutes quand même où j'ai décroché au milieu. Puis parfois c'est plus, hein, mais elle a du mal à l'évaluer. Et puis parfois, la troisième séance, elle dit, oh bah disons, là j'étais à 2 doigts de m'endormir. Chez tous les auteurs anciens, ils sont unanimes sur le fait que pour beaucoup de sujets, l'hypnose profonde n'est pas obtenue à la première séance. Tous les vieux magnétiseurs, etc., disaient il faut souvent plusieurs séances, et la première n'est pas forcément celle dans laquelle on va atteindre l'hypnose profonde, un certain décrochage. Donc il faut persévérer, il faut l'expliquer à la personne. Évidemment, si vous lui avez promis une hypnose profonde dès la première séance, bah, vous êtes un peu en défaut. Mais si vous lui avez bien expliqué qu'on verra bien, ça avancera comme ça avancera, hein, et bien à ce moment-là, vous pouvez l'accompagner. Donc c'est pas une résistance, c'est juste que la personne a besoin d'apprendre à faire confiance à son environnement, mais pas de l'apprendre consciemment. Consciemment, c'est bien qu'il n'y a pas de danger. C'est qu'il y a une part d'elle qui doit apprendre à faire confiance à son environnement, puis à relâcher une certaine vigilance, un regard tourné vers l'extérieur, pour pouvoir se plonger dans une introspection, une rêverie profonde, et donc l'hypnose. Donc c'est tout un apprentissage. Et là, rien que l'induction de l'hypnose, c'est-à-dire cet entraînement à l'hypnose, est thérapeutique en lui-même. C'est exactement le même cheminement que le cheminement thérapeutique pour une personne qui aurait un trouble du sommeil. Sauf qu'on ne fait pas une thérapie de fond, mais ça serait une rééducation de son lâcher-prise, de sa confiance et de son sommeil, qui serait en soi très très positif. Donc ça c'est une chose qui est que bah voilà, certaines choses qu'on considère comme des résistances sont des résistances si j'ai une vision capricieuse de ce qu'est l'hypnose, ou pour moi les gens ils doivent sur un claquement de doigts s'endormir. Non, si j'ai une conscience quand même des mécanismes qui sont en jeu, c'est pas forcément une résistance. C'est un exemple que je donne souvent en formation. Si quelqu'un, par exemple, si je m'achète un violon, un archer, et puis que je vais voir un prof de violon, et puis je lui dis bah voilà, j'aimerais apprendre le violon. Et il me dit, ok, jouer le concerto numéro 2 de Mendelssohn pour violon. Pardon ? Bah allez-y, jouez Mendelssohn. Comment ça ? Mais enfin, je sais même pas le tenir, le truc. Ça se tient dans quelle main ? J'en sais rien, moi. Je sais même pas dans quelle main ça se tient. Ah bon, bah non, bah là, si vous n'êtes pas capable de jouer ça, c'est que vous êtes résistant au violon. Comment ça, je suis résistant au violon ? C'est à vous de me l'apprendre. Et évidemment, c'est à lui de me l'apprendre. Il ne va pas dire que je suis résistant au violon parce que je ne peux pas jouer Mendelssohn. Eh bien, parfois seulement, évidemment, en hypnose, on peut avoir ce comportement-là, quoi. Ben, allez-y, rentrez en transe. Ouais, mais là, j'y arrive pas. Ah, mais vous êtes résistant. Ben non, c'est à vous de m'apprendre à rentrer en transe, c'est à vous de m'apprendre pas à pas, de m'expliquer ce que c'est, d'avoir la patience d'attendre que je développe chacune des briques, chacun des phénomènes, d'éventuellement user de différents ingrédients pour ça. Et juste, j'ai un ingrédient qui me vient en tête, donc je vais le dire tant que j'y pense. Notamment, je parlais d'une personne qui va être très très présente et cogiter énormément et donc avoir une très grande vigilance sur le présent. Et je disais, bah, si elle sort avec une lévitation de bras, bah, au moins il ne s'est pas rien passé. Simplement, il faut quand même admettre que parfois, quand on est très 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 vigilant, ça peut ralentir, voire bloquer certaines réponses idéomotrices. Par exemple, une lévitation de bras, si la personne elle est là au taquet, hyper attentive, chez certaines personnes, ça empêche le truc de se faire. Elle est trop présente. Donc une façon de la rendre moins présente, c'est de faire diversion. Donc, vous pouvez très bien lui dire, bah voilà, votre bras va monter tout seul, à son propre rythme, on va prendre le temps. Mais pendant ce temps-là, dites-moi,
Et puis là, vous lui posez des questions. Vous pouvez lui demander, vous habitez où déjà? Ah oui, d'accord. Mhm. Et vous y habitez depuis longtemps? D'accord. Et vous aimez? C'est sympa comme coin? Je connais pas du tout. Ah. Et puis, ou alors des questions sur son thème, ou alors vous pouvez lui raconter une histoire. Mais faire diversion, ça va obliger son attention à se porter sur autre chose. Et ça va aider la réponse idéomotrice à s'amorcer. Une fois qu'elle est amorcée, c'est bon. On peut en général revenir et la personne peut redevenir spectatrice de ce qui se passe. Mais on peut donc avoir une hypnose qui est plus approfondie où la personne cesse d'être spectatrice de ce qui se passe, ou une hypnose plus dissociée où la personne reste très spectatrice de ce qui se passe, mais qui est quand même de bonne qualité. Simplement, il y a des spectateurs qui sont un peu chiants, quoi. Je veux dire, qui empêchent un peu le spectacle de se jouer. Donc eux, on peut quand même un peu les faire diversion, leur donner un os à ronger pour qu'ils laissent un petit peu les processus se faire. Ça, c'est un type en particulier de ce qu'on pourrait considérer comme une résistance. Après, il y a plein d'autres choses à dire sur la résistance, mais je sens qu'il y a plein de questions. Alors vas-y, dis-moi. Ok. Enfin, là, du coup, tu as abordé un peu au niveau des résistances les différentes questions. Est-ce que tu es prêt à passer à la prochaine? Parce qu'il t'en reste pas mal. Oui, en dehors de ce thème, tu veux dire un autre thème ou... Oui, bah, j'ai une question qui avait déjà été posée la dernière fois, qui a été reposée là. Donc, j'aimerais dire quand même encore quelque chose ouais. sur les résistances. Du coup, c'est que bon, c'est un vaste thème. Hein, on en reparlera souvent, mais juste, je pense qu'il faut prendre ce mot comme quelque chose de positif. Ça n'est pas synonyme de blocage. À la base, c'était une métaphore. Je pense que c'était une métaphore liée à l'électricité, comme une résistance électrique. Quand le courant passe à travers une résistance électrique, il n'est pas interrompu. Il est limité. Alors, je suis pas spécialiste de cette question, mais on va dire il est contenu, on va dire. Et ça, par exemple, si je tape dans mes mains, si j'applaudis dans l'air comme ça, eh bien, j'ai très peu de résistance. L'air fait très peu de résistance sur mon geste. Mais si j'essaie d'applaudir sous l'eau, ça sera soit plus difficile, soit plus long, soit un peu des deux. Parce que l'eau amène plus de résistance. Mais je peux le faire. Je peux quand même le faire. Eh bien, chez certaines personnes, quand une idée arrive en elles, ça devient tout de suite une réponse physique. Vraiment, ça se fait sans aucune résistance. Chez certaines personnes, quand une idée arrive en elles, ça commence à transformer leur corps, leurs pensées, etc. Et elles donnent une réponse à ça. Leur suggestibilité, leur réceptivité prend un petit peu de temps, mais chaque idée a besoin de prendre du temps pour faire son chemin et donner lieu à une réponse complète. Et chez certaines personnes, quand une idée arrive en elles, il faut beaucoup de temps pour que ça devienne une réponse complète. Mais c'est juste une question de temps. Donc souvent, il faut l'ajuster. Chez quelqu'un chez qui il n'y a pas assez de résistance, le courant passe trop fort et trop vite, il faut même augmenter la résistance pour qu'elle ait un meilleur contrôle sur son émotivité, sur sa suggestibilité, pour qu'elle soit moins naïve, moins plein de choses. Et chez une personne qui a peut-être un peu trop de résistance, les idées peinent à devenir une émotion, à devenir un apprentissage, à s'ancrer en elle. Bon, peut-être on peut diminuer la résistance pour que ça passe mieux. Alors diminuer la résistance, c'est pas toujours évident parce que souvent, si elle s'est mise haut, c'est pour une raison, c'est que dans le passé, cette personne a appris à se méfier peut-être, à devenir un peu, à se protéger contre certaines choses. Donc il faut d'abord peut-être régler une peur éventuelle, mais ensuite derrière, on peut en effet ajuster la résistance. Mais il faut le voir comme quelque chose de très positif. Et surtout, si vous ne voulez travailler qu'avec des sujets qui ne résistent pas à l'hypnose, qui ne résistent pas au changement, et qui sont faciles, il ne faut pas faire ce métier. Ce métier consiste justement à gérer toute cette complexité psychologique. On dit parfois que les hypnothérapeutes sont moins bons pour hypnotiser que des hypnotiseurs de spectacle. Hein, je le répète, j'ai déjà dit et je le répéterai, mais c'est faux. Hein, puisqu'un hypnotiseur de spectacle, en général, il sélectionne des gens qui sont déjà en hypnose. Donc c'est pas son métier de prendre le temps de leur apprendre l'hypnose. En gros, il va faire des concerts avec des gens qui savent déjà jouer du violon. Il va juste les sélectionner pour un concours ou pour un concert, quoi. Il va faire un casting. L'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, un praticien en hypnose, il va être le prof de violon. Donc en fonction du niveau et du talent de la personne, il va l'amener au résultat voulu. Donc c'est plus ingrat, ça demande du temps et de la patience, mais ça se fait bien aussi. Après voilà, c'est sûr qu'il faut une certaine souplesse d'esprit et avoir une conception de l'hypnose assez large pour ne pas considérer des résistances. Et souvent aussi, petite chose, certaines choses qu'on considère comme des résistances ou des échecs d'une suggestion sont un manque de temps qu'on a laissé à la personne. Si par exemple une personne
je lui dis ok, vous n'allez plus entendre que ma voix, et tous les autres sons, vous allez cesser de les entendre. Et bien évidemment, j'avais déjà pris cet exemple, je crois, mais évidemment, sur le coup, elle écoute les autres sons, donc c'est sûr, ça n'a aucun sens, et je vais me dire, ah zut, ça n'a pas marché, mon anesthésie auditive, mon hallucination négative n'a pas fonctionné. Mais bien sûr, il faut que je lui dise, voilà, on va faire des tas de choses, mais peut-être dans 10 minutes, peut-être dans un quart d'heure, peut-être dans 20 minutes, je vous demanderai ce que vous entendez, et vous verrez que vous n'entendrez plus que ma voix. Et puis là, on fait d'autres choses, et peut-être dans 20 minutes, il y a de fortes chances que j'ai le phénomène, en fait. C'est juste que c'est un phénomène assez balèze qui demande un peu de temps pour être développé chez la plupart des gens. Pareil, une anesthésie, si je dis, bah voilà, là je vais vous pincer, vous allez rien sentir. Ah, bah ça n'a pas marché. Bon. Bah oui, parce que peut-être il faut le préparer, peut-être que ça prend un petit peu de temps quand même. Donc souvent, c'est pas la personne qui échoue, c'est nous qui l'avons mise en échec parce qu'on a mis une barre beaucoup trop vite et que c'était pas réaliste par rapport à sa capacité. Donc c'est pas elle qui résiste. La plupart du temps, c'est pas la personne qui résiste, c'est moi qui résiste à ce qu'est la personne, à qui elle est, à ses fonctionnements, à ses mécanismes. Par exemple, si quelqu'un me dit je suis vraiment très inconfortable sur votre fauteuil, et je me dis ah ben voilà, elle résiste. Je lui dis essayez de trouver du confort, imaginez que vous êtes dans votre lit, c'est moi qui suis en train de résister. Pourquoi est-ce que je lui dis pas levez-vous? Pourquoi est-ce que je vais pas dans son sens? C'est moi qui suis en train d'opposer une résistance à ce qu'elle me propose. C'est pas sa faute si elle est inconfortable. Mon fauteuil, elle l'a pas choisi, donc là elle me donne une info vachement intéressante. Et au lieu de me baser sur cette info et de lui dire qu'est-ce qu'on fait alors, dans quelle position vous voulez vous mettre, je suis en train de m'enfoncer, je veux absolument avoir raison, c'est mon fauteuil, c'est le meilleur fauteuil d'hypnose, et puis voilà. Non, donc il faut, quand bien même on parlerait de résistance, je pense ça veut dire, c'est un mot qui est très très vague, qui veut dire énormément de choses, qui regroupe énormément de réalités différentes, et on dit parfois il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de sujet résistant, c'est pas vrai, il y a les mécanismes des peurs, il y a des résistances profondes, il y a des résistances au changement, on pourrait écrire des tas de livres là-dessus. Mais en tout cas, d'une manière générale, je pense que c'est un beau thème quand même, c'est un beau terme même. Mais d'une manière générale, beaucoup de résistance pourrait sauter si on était plus patient et un peu plus souple, et que on considérait l'hypnose comme non pas un don que la personne doit avoir, et si elle l'a pas, c'est qu'elle résiste, mais comme un apprentissage. Voilà, pour faire quelques généralités sur ce thème.